Bien. Bonsoir Priscilla. Ah, Bonsoir. Ouais. alors, comment vas-tu déjà? Ça va, merci. Je vois qu'il y a pas mal de mouvements qui sont repartis. On t'avait demandé d'intervenir dans le cadre de ce cycle marronnage et réparation. Tu étais déjà là lors du lancement de l'édition de 2019 à Paris. C'était un 12 octobre. Ouais. Euh, c'est sûr que l'actualité fait écho à déjà tout ce que beaucoup dénoncent depuis des années en réalité. Avec en ce moment la loi de sécurité globale, on entend dire que différents profils sont dans les rues ces derniers temps. On a déjà eu quatre manifestations pour dénoncer la loi de sécurité globale. On se souvient que lorsqu'il y a eu des violences de policiers envers les Gilets jaunes, que le comité Vérité pour Adama a rejoint les différentes mobilisations au sein du mouvement des Gilets jaunes, justement pour dire que c'est une situation déjà connue, que c'est une situation déjà dénoncée depuis des années, qu'il y a des familles qui sont là, qui sensibilisent la population et qui aussi dénoncent les maintiens de l'ordre dans les quartiers populaires, et à destination toujours des mêmes catégories de population. Donc là, on a une loi qui arrive, qui a été d'ailleurs adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, la loi dite de sécurité globale qui aurait pu passer inaperçue si elle n'avait pas plusieurs volets, plusieurs articles dans son corps qui euh, restreignent encore plus les libertés publiques. Donc on a un article, notamment le 24, qui fait beaucoup parler, qui disait que, un article accusatoire, un article qui préjugeait déjà de l'intention d'une personne euh, qui voudrait diffuser des vidéos ou des images de violences policières, puisque l'article dit que, en gros, on risquerait un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si jamais on nuit à l'intégrité physique et psychique d'un officier de police ou d'un officier, peu importe, que ce soit la gendarmerie ou autre, par la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos ou d'images. Donc déjà, on sait que dans les quartiers populaires, les forces de l'ordre agissent et qu'il y a peu de vidéos, puisque ça se fait souvent dans des halls d'immeubles, dans des coins de rue, dans des endroits où voilà, c'est pas accessible, ou ça se fait dans des situations telles qu'on ne peut pas avoir de témoins autour. Mais lorsque c'est le cas, il y a des gens qui filment, mais autrement, c'est déjà compliqué de faire savoir ce qui s'y passe. On a vu dans le mouvement des Gilets jaunes que certaines personnes ont été éborgnées alors qu'elles étaient en train de filmer, que des personnes qui étaient en train de filmer ont été violentées, on a jeté leur téléphone par terre, que lorsqu'il y a eu des signalements auprès de l'IGPN a souvent classé des dossiers sans suite en disant que les caméras ne fonctionnaient pas à chaque fois sur les places principales de Paris où la sécurité est censée être à de haut niveau pour une des premières destinations, si ce n'est pas la première destination touristique française. On nous rétorquait à chaque fois que les caméras ne fonctionnaient pas pour prouver les signalements qui avaient été faits. Et quand bien même il y avait des vidéos qui prouvaient, moi j'ai été gazé à bout portant une fois en ayant présenté une copie de déclaration de manifestation en disant qu'on avait le droit d'être présent quand on était légitime et que je voulais voir un responsable puisqu'on était en train de nous jeter de la place. Et en fait, je me suis fait gazer à bout portant. Donc quand j'ai signé, et ça a été filmé, en tout cas, ça a été filmé, on ne voyait pas la tête de l'officier, mais toute la scène a été enregistrée, filmée, et l'IGPN a eu la vidéo et ils ont classé sans suite. Donc en fait, même avec des vidéos, c'est compliqué. Donc là, Ok. cette loi, ce qu'elle dit, c'est qu'en plus, si vous la diffusez, on préjuge déjà du fait que vous le faites pour nuire à l'officier. Ce qui est faux, c'est pour diffuser l'information, c'est pour la partager, c'est pour informer la population. Et c'est d'ailleurs comme ça que malheureusement, le sujet des violences policières a explosé dans le débat public lorsque le mouvement des Gilets jaunes a commencé, parce que une partie de la population qui ne soit croyait pas ce qui se passait dans les quartiers populaires ou soit était dans le déni d'une réalité ou a vu vraiment des vidéos très violentes, et on continue d'en voir encore, et ça a forcé le débat public. C'est sorti Mhm. des lieux habituels où on discute de ce type de sujet-là. Et cette loi, en fait, elle fait que protéger davantage le gouvernement et le ministère de l'Intérieur et les forces de l'ordre, parce que elle dissuaderait les gens qui auraient l'intention, à un moment donné, de filmer la personne qui sait qu'elle risque un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Quand on sait que la justice est pas du côté, pas du bon côté, on aura, ça peut dissuader des gens de filmer, ça peut dissuader des gens même d'aller manifester.
Mhm. Ça peut dissuader de partager. Peut-être qu'une personne qui aurait une vidéo qui peut prouver quelque chose qui va dans votre sens, elle n'aura peut-être pas envie de le faire parce qu'elle aura peur d'être accusée à tort d'avoir voulu nuire à l'intégrité physique et psychique de l'officier. Alors, on a vu toutes les organisations syndicales et notamment les organisations syndicales des journalistes qui sont montés au créneau pour dénoncer ça puisque ça touchait directement leur métier. On a déjà vu aussi beaucoup de journalistes qui se sont fait emmener en garde à vue, qui ont été Mhm. violentés de plus en plus. Et même après la contestation de cette loi, ça a continué. D'ailleurs, il y a eu un des journalistes qui a interviewé le président il n'y a pas si longtemps, qui faisait partie des journalistes qui se faisaient souvent violenter. Et donc, du coup, leur profession s'est vue menacée par cette loi. Donc, ils l'ont légèrement modifiée pour dire qu'il y avait toujours la liberté de la presse, mais ça ne change rien au fond. Et c'est grave que cette loi elle passe. Mais il y a d'autres articles qui sont gênants. Il y a la surveillance généralisée, les drones. Il y Mhm. a aussi un article qui est inquiétant qui est passé le 25 qui dit que les policiers pourront désormais entrer dans un lieu public armés même lorsqu'ils ne travaillent pas. Euh, Ça, c'est aussi inquiétant. C'est passé comme une lettre à la poste. Ça a été adopté, mais c'est n'importe quoi parce que déjà, ça ne détache pas le policier de sa fonction. Déjà pour sa profession à lui. Et en plus, ça suggère que si demain vous êtes dans une soirée, dans un concert, dans un stade de foot, n'importe où, ben, du jour au lendemain, il peut y avoir un policier qui craque, il peut avoir trop bu, il peut avoir été en colère, il peut être dans un état émotionnel qui est hors de contrôle puisqu'il n'est pas encadré. Déjà que quand ils sont encadrés, c'est compliqué. Alors là, ça voudrait dire que dans n'importe quel lieu public, il peut dégainer son arme et c'est normal. Voilà. Il l'aura fait dans un cadre encore plus légitime. On a élargi la légitimité d'agresser d'un policier, des policiers en tout cas qui sont dans la dérive. Pas des Mhm. policiers qui feraient leur travail correctement, habituellement, et qui arrivent dans un contexte où ils ont plus de droits, mais où ils n'abusent pas. Là, on a des policiers en roue libre qui sont capables de tabasser des gens lorsqu'ils n'ont rien fait, qui sont capables d'étouffer des gens jusqu'à ce que mort s'en suive, qui seraient en plus amenés à pouvoir emmener leurs armes dans un lieu public. Et ça, c'est passé, ça a été validé. Donc voilà, tout ça pour dire que le contexte Mhm. actuel, même l'ONU a dénoncé tout ça, comme ils le font habituellement, l'ONU, l'Amnesty International, enfin toutes ces organisations-là qui dénoncent, mais bon, il n'y a pas vraiment de concrétisation d'actes derrière des gouvernements lorsque ces associations-là dénoncent, mais voilà, on est dans un contexte où c'est grave et où ça a amené encore plus de gens dans la rue, encore plus de gens en colère. Dis-moi, toi qui, quand tu avais lancé la pétition, c'était en mai ou 2018. avril 2018, c'est ça? Ouais. Euh, à l'époque, en fait, quand tu rentres dans tous ces mouvements qu'il y a eu fin octobre, et puis ben, plus particulièrement, je pense, mi-novembre, qu'il y a Ouais. eu le premier mouvement, euh, est-ce que tu savais que la question des violences policières allait t'intéresser comme ça? Est-ce que tu sentais cette question était toujours là ou bien c'est la violence vécue à travers le mouvement des Gilets jaunes qui t'a poussé vraiment à être très impliqué dans ces questions? Moi, la violence, je l'ai vue partout où j'ai vécu, parce que j'ai vécu dans 5 ou 6 banlieues, donc j'ai toujours vu, je ne l'ai jamais dénoncé dans un corps, dans une structure. J'ai su que ça allait arriver très vite sur le devant de la scène lorsque j'ai assisté à la première manifestation. Je ne croyais pas je croyais pas que ça allait être aussi violent dès le premier jour. Je savais que ça allait arriver tôt ou tard, pas au moment où j'ai fait la pétition évidemment, parce qu'à ce moment-là, je ne me doutais pas qu'on allait pouvoir mobiliser autant de personnes dans les rues, mais lorsque la première manifestation a eu lieu mi-novembre, et que j'ai vu que tout de suite, en arrivant sur les Champs-Élysées, ils nous ont lancé des lacrymos, nous ont lancé des palettes, des Gli F4, et d'emblée, dès le départ, là, j'ai dit, ah là, ça va vraiment, ça peut dégénérer vite. Et ça a dégénéré toute l'après-midi, en fait, finalement, du 17 novembre. Et ça a empiré ensuite de samedi en samedi. Donc, je me suis dit, là où j'ai été étonné, c'est que j'avais jamais vu autant de violence en dehors des quartiers. Mhm. Voilà, ça, c'était le premier grand étonnement. Et puis, de samedi en samedi, ça a empiré. Donc, tout de suite, j'ai trouvé que c'était malheureux qu'il faille en arriver là pour que enfin certains ouvrent les yeux. Mais ça suggère aussi que dans les médias, ils font aussi correctement le travail de sape, de ne pas montrer ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'ils vont montrer ce qui se passe dans une banlieue que quand des jeunes vont se révolter parce qu'un de leurs camarades est décédé, on va montrer simplement le fait que les poubelles soient saccagées, que certaines Mhm. voitures soient brûlées, etc., sans parler du fond du problème et sans parler du De pourquoi, l'origine. Ouais, voilà, de ouais. l'origine. Et ce sont ce type d'images qui sont montrées un peu partout. J'ai
j'ai souvent entendu dire à tort, oui, alors où sont les jeunes, où sont les jeunes de banlieue, où sont les jeunes de banlieue, mais c'est pas pour les bonnes raisons que j'ai entendu ce genre de choses. J'ai entendu ce genre de choses parce que les gens n'ont que cette image en tête, qui sont là que pour casser. Alors qu'on a bien vu au sein du mouvement des Gilets jaunes que les jeunes de banlieue n'étaient pas présents et que finalement, c'est d'autres qui ont eu ce type de comportement dans les manifestations. Donc ça a déconstruit pas mal de préjugés que la population avait, et c'est malheureux que ce soit passé par ce type de choses-là. Il aurait fallu que ça passe par le rôle des médias qui sont là pour... Les médias polarisent sur des discours haineux, polarisent l'attention des gens sur des débats agressifs au lieu d'informer les gens correctement. Donc ils contribuent en fait ils contribuent à manipuler les opinions, quoi. Mais malgré tout, la dernière manifestation, il y a eu beaucoup de monde, quoi. Il y a quand même une prise de conscience par rapport à cette loi. Ben, j'ai l'impression que ça grandit finalement, on dit que le président ou le gouvernement en place divise, mais finalement, il rassemble d'un côté. Il rassemble aussi d'un côté parce que finalement, à chaque fois qu'il passe des lois toutes plus liberticides les unes que les autres, ça, ça participe à conscientiser les gens davantage. Donc, ils accélèrent le processus de conscientisation en agissant de manière encore plus, pardon, en toute impunité. Avant, les choses se faisaient de manière plus cachée, j'ai l'impression. Là, maintenant, c'est vraiment ouvert. On a un préfet qui dit on n'est pas dans le même camp, alors que la police est censée protéger la population et non pas être au service d'un gouvernement. Ça, c'est une milice, ça s'appelle. Euh, les, euh, les policiers vont vraiment agir de manière complètement décomplexée pour ceux qui sont, en tout cas, qui font de l'abus de pouvoir et qui agressent les gens. Après, on dit souvent oui, mais ce ne sont pas tous les policiers, etc. Il y a plus de 100 000 policiers en France. C'est pas ce ne sont pas tous les agents qui font ça, mais j'ai envie de dire que dans ce cas-là, il faut faire le ménage. Si on ne veut pas être associé aux gens qui agissent de manière complètement, comme on a vu pour le cas de Michel Zecler, où on a un mec qui tabasse une personne et qu'il y en a une dizaine autour qui regardent. Enfin, à quel moment on laisse faire ce genre de choses quand on est policier et que soi-disant on protège la population? Il pourrait nous dire oui, mais c'est pas moi qui ai frappé, mais en ne portant pas secours à cette personne qui est tabassée, c'est une non-assistance à personne en danger, et c'est une manière aussi de cautionner ce qui se passe et d'aller contre le discours qui dit on est là pour protéger la population, on ne regarde pas son collègue tabasser un autre. Donc oui, ça jette le discrédit sur toute la police, oui, ça participe à ce que ça généralise les choses, mais ils sont responsables de ça, qui se détachent de ces personnes-là, qui les dégagent, quoi. Parce que c'est pas normal qu'un policier qui ait ce genre de comportement soit juste muté. La sanction à la police, c'est muter les gens. Donc quand on fait une connerie, quand on tue quelqu'un, on est muté. Ou alors on est suspendu quelques jours peut-être, mais il n'y a pas de sanction. Quand on verra un policier qui a tué quelqu'un aller en prison, il sera jugé de manière égale avec quelqu'un de la population qui tue quelqu'un et un procès. Les policiers qui ont un procès qui sont mis en prison, je ne les vois pas. Alors oui, je voulais réagir effectivement sur l'affaire de Michel Zecler. Et effectivement, ce que dit Priscilla, ça va même au-delà, en fait. C'est plus grave que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un policier qui frappe Michel, c'est plusieurs qui le frappent au final. Dans son studio, ils sont 3 sur Michel à le frapper, à le tabasser. Et quand il sort et qu'il y a les renforts qui sont arrivés, ils sont plusieurs à lui mettre des coups. Il y a une vidéo qui est sortie donc de David Perrotin qui montre bien à l'extérieur, qui est filmé de l'extérieur et qui montre que les policiers qui sont venus en renfort, lorsque Michel sort du studio, bah, il se prend des coups de la part de plusieurs d'entre eux, en fait. Et donc, ces policiers-là bah, soutiennent leurs collègues sans même savoir ce qui se passe, sans que Michel ait manifesté la moindre agressivité. Eh bien, il se prend des coups de la part de policiers, voilà, des policiers venus en renfort, quoi. Donc, que dire par rapport à ça, si ce n'est que les images parlent d'elles-mêmes, à savoir que c'est la manifestation de la violence d'État, du racisme institutionnel anti-noir en France. Et on voit bien dans la vidéo que Michel demande à ce qu'ils appellent la police, mais quand on est agressé par la police, on appelle qui en fait? Parce que c'est ce qu'il dit, Michel. Il dit « appelez la police ». Et les jeunes qui étaient en bas dans le studio expliquent oui, mais c'est la police qui est là. Donc, quand on se fait agresser par la police, on appelle qui? Ben, on appelle les voisins, en fait. Voilà, les passants, la société civile,
n'importe qui, en fait, sauf la police. Et donc, voilà, Michel a conclu également son affaire tout seul. Ce qu'il dit est tout à fait la réalité. Ça correspond à la réalité que nous avons constatée au cours des 13 années de lutte pour la vérité et la justice pour Lamine. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la vidéo dans son cas, c'est lui qui serait aujourd'hui en prison. Et c'est la version mensongère des policiers qui aurait été prise en compte par la société. Et on allait subir toutes les Effectivement, campagnes comme le qu'il y dit a, même Priscilla. quand il y a un mort, des fois, il y a des campagnes de dénigrement terribles, quoi, en fait. Donc, on pouvait subir Tout un à certain nombre fait, de tout à campagnes. fait. Effectivement. Donc, la vidéo, la possibilité de filmer et de diffuser les images dans l'espace public, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, etc., ce n'est pas la garantie d'obtenir une justice, c'est un outil qui permet la manifestation de la vérité. C'est un outil qui permet à la société, à chacun, de connaître cette réalité, cette vérité. Je prends l'exemple de George Floyd, qui a mobilisé la planète entière. La caméra était là. Ça n'a pas empêché le policier de rester 9 minutes sur George, alors qu'il voyait la caméra branchée sur lui, qui est en train de filmer. Ça a permis une seule chose, que le monde entier voit George être mis à mort par ce policier. Donc, la caméra, c'est la vérité. Elle permet d'avoir la vérité, mais elle ne permet pas d'obtenir justice. Le système actuel, de toute façon, que ce soit en France ou dans n'importe quel autre pays, le système de justice qui existe ne permet pas d'obtenir justice, réparation, lorsque on est victime de violences policières. Dans le dossier de mon frère, qui a donc été étouffé par plusieurs policiers à 4 heures du matin, entre 4 heures et 4h30 du matin, eh bien, effectivement, nous aurions souhaité avoir qu'il y ait une caméra de vidéosurveillance qui nous permette de savoir ce qui s'est passé, qui nous permette d'avoir cette vérité. Malheureusement, c'est ça qui manquait. Mais les éléments du dossier nous ont permis de connaître cette vérité. La recherche des témoins nous a permis également d'obtenir cette vérité. Voilà, et donc, juste pour rebondir en fait sur cette loi, ce n'est pas seulement l'article 24 qui est pointé par les journalistes qu'il faut dénoncer et qu'il faut retirer, c'est la loi dans son ensemble. Parce qu'effectivement, il y a la surveillance de tous, sauf des policiers, et il y a également mince, pardon, j'oublie le terme. C'est la reconnaissance faciale, pardon. Et le pouvoir que ça donne également aux policiers municipaux, c'est en fait, c'est les mêmes pouvoirs qu'aux forces, à la police nationale, quoi. Et donc, ça permet aujourd'hui, si cette loi passe au Sénat, en fait, on ne pourra plus porter plainte contre la police parce qu'il y a, comment dire, il y a la loi de sécurité publique de 2017 qui déjà permet aujourd'hui, qui a étendu le cadre de la légitime défense et a permis aux policiers d'avoir la même possibilité d'ouvrir le feu que l'armée, que le militaire. Donc aujourd'hui, ça continue, c'est dans la continuité, quoi. C'est une logique. Alors, nous enregistrons le 21 mars 2020. C'est pour une diffusion directe différée le 25 mars, qui est la journée internationale des victimes de l'esclavage. Et le 20, hier, il y a eu une grande manifestation, en tout cas pas qu'à Paris, dans différents endroits. Et il y a deux personnes qui faisaient partie vraiment du cortège, qui étaient là d'ailleurs aussi parmi les organisateurs. Il y a Théo Lubin qui est avec nous, qui s'occupe de la régie en même temps de notre cycle Marronnage Réparation. Et puis il y a Rosita d'Estival qui est là, qu'on ne voit pas, mais on voit l'emblème de Mire France. Théo, est-ce que tu peux nous faire un petit commentaire sur comment ça s'est passé, voilà, quelle était l'ambiance et comment ça s'est mis en place et si c'était facile avec cette question de couvre-feu et tout ça.
Bon, bah alors, pour la question du couvre-feu, on est dans nos droits. Ça veut dire la manifestation a été posée, et donc toutes les manifestations ne sont pas soumises au couvre-feu. La preuve, on organise une manifestation, un rassemblement le 27. J'ai reçu le récépissé de la préfecture qui valide la manifestation. Donc, c'est tout ce qui est organisation de rassemblement, manifestation, marche et tout ça. La préfecture ne bloque pas. Donc maintenant, en ce qui Donc concerne... tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de tension, parce que j'avais vu quelques instants comme ça qui étaient un peu... Voilà. Alors, c'est souvent, nous, on est, comme tu m'as présenté, hein, je suis régisseur, donc organisateur et régisseur événementiel, en fait. On sait depuis déjà 10 ans qu'on organise justement cette journée internationale contre les violences policières, qu'on connaît déjà à la préfecture leurs conditions, on va dire. Et donc, seuls les gens qui ne connaissent pas le fond, ben, ils s'inquiètent, donc ils lancent des informations, ils craignent que ça soit annulé, mais nous, on sait déjà que ça ne sera jamais annulé. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet que tu me poses. Le sujet, c'est savoir comment s'est déroulée la manifestation. Alors, comment moi, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé parce que je représente un des membres fondateurs du collectif Vivolé qui a été créé en 2010. Il a été créé suite à à l'affaire de la mine Dieng qui s'est déroulée en 2007, où j'ai rencontré la famille Dieng, entre autres Ramata Dieng, qui, avec elle, depuis, chaque année, on militait pour toutes les violences policières qui se déroulaient après la mine Dieng, jusqu'en 2010, où on s'est dit que nous allions mettre en place une marche Vivolée qui se déroulait de Opéra jusqu'à Jean Jaurès pour une marche contre les violences policières. Donc ça fait déjà 10 ans qu'on se mobilise. Et là, pour la dernière, cette année, c'est-à-dire cette année, 2021, moi j'ai pris l'organisation en cours, en fait, à 2 semaines de l'événement, parce que c'est vrai que généralement on fait appel à moi pour la logistique, et donc pour ce cas-là, j'avais cette logistique qui a permis d'avoir un camion plateau équipé d'une sono et d'un relais même sono au fond de la manifestation. Donc tout s'est bien déroulé. En connexion avec des associations, des Alors avec syndicats, les syndicats, c'est parce sûr. que ça semblait quand même massif comme manifestation, c'est pour savoir comment c'est structuré tout ça. Ah ben, la photo qu'il y a derrière moi, c'est celle de 2018. Donc c'est pour montrer que ça s'est passé dans le même ordre, à part qu'en 2018, nous avions eu l'affaire des comment s'appelle du Fouquet's, qui avait étouffé complètement la marche de cette marche contre les violences policières. D'ailleurs, comme chaque année, ils essayent au maximum d'étouffer cet événement. Et donc, cette année, autant de monde était réuni pour cette marche. Enfin, je dirais un petit peu moins qu'en 2018 parce qu'il y avait les gilets jaunes à cette époque-là. Et donc, mais là, à mon grand étonnement, quand j'ai vu le boulevard sur plus de 100 mètres noir de monde, ça veut dire il y a des photos, il y a des images, puisque j'ai recueilli les images, c'est pour moi un véritable succès et que le peuple, parce que j'ai l'habitude d'organiser des marches sur Paris, le peuple se mobilise contre les violences policières. Et ça, c'est un signe, parce que depuis l'affaire Floyd l'année dernière, il y a eu de fortes mobilisations, mais il y en avait déjà auparavant avec l'affaire Adama et tous les autres. Mais cette année particulièrement, il y a eu cette convergence avec d'autres organisations, toujours la Marche des Solidarités, les Sans-Papiers, enfin tous étaient réunis dans le cortège derrière le collectif des familles victimes de violences et de crimes policiers, et aussi l'Assemblée des blessés, parce qu'il faut penser aussi à tous ceux qui ont été blessés par la police et qui sont aujourd'hui victimes de violences policières et qui pour nous font partie intégrante des vies volées. Donc c'est pour moi un grand succès cette marche, et
Et c'est les familles qui m'ont montré leur contentement, en fait, de voir que tout s'est bien déroulé dans le cortège. Il n'y a eu aucun heurt. La police, bon, elle n'avait pas à être là, mais étant donné qu'on s'y est pris un peu tard pour coordonner tout ça, donc on n'a pas pu empêcher ça, mais ils ont fait leur boulot d'encadrer toute la manifestation, à marcher avec nous sur les côtés et en fait encadrer le périmètre sans faire de heurts comme à leur habitude. Donc là, c'était le mot d'ordre. Ceux-là, faut pas faire de cases comme ils ont l'habitude de faire. Il faut donc saluer la force et la solidarité entre toutes ces familles qui militent pour justice, pour qu'il y ait réparation face à ces crimes horribles. Rosita est juste à côté. Rosita n'a peut-être pas fait une intervention hier, mais elle s'apprête à intervenir sur la deuxième manifestation qui va se tenir le 27. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, tout au long de cette marche. Bon, il y avait, au niveau de la sécurité, il y avait la BAN qui assurait la sécurité, donc il n'y a pas eu d'incident, mais il n'y a eu qu'un seul slogan. Et donc, ça veut dire que l'inspiration, c'est vraiment c'est vraiment le Black Liberation Movement qui inspire toute cette jeunesse et qui élève le niveau de conscience à l'heure actuelle. Parce que des gens qui scandent pendant 4 heures pas de justice, pas de paix, no justice, no peace, ben, ça vient pas de nulle part. Donc, la source d'inspiration, ben, nous, on sait d'où elle vient. Et donc, on doit continuer à mobiliser, c'est-à-dire tous ces gens, il faut les éduquer parce qu'ils ne sont pas suffisamment éduqués politiquement. Et il faut leur rappeler que les slogans qu'ils utilisent, ils viennent de quelque part. Donc, on n'a pas pu s'exprimer pour parler de Boubia hier, pour parler de la voix des sans-voix et des prisonniers politiques de l'avant-garde des droits civiques qui doivent être libérés et faire le lien avec tous ceux qui utilisent leurs mots, tous ceux qui portent leur paradigme, tous ceux qui sont la courroie de transmission de leurs idées. Donc, c'est aussi ça qui m'a paru important de constater et de relayer. Et c'est ce que je vais relayer le 27, puisque j'aurai à présenter la journée internationale qui commémore les victimes de l'esclavage. Expliquer cette journée et mettre en lien avec le thème qu'ils ont choisi pour 2021, qui est très intéressant, et faire le lien avec les 20 ans de Durban et rappeler que cette journée de mobilisation est dédiée en soutien au collectif des ouvrières et ouvriers agricoles martiniquais empoisonnés par les pesticides. Et qu'à ce moment-là, ce sera vraiment une journée commémorée en commun, puisque simultanément, que ce soit Guadeloupe, Martinique ou en France et partout où les partenaires réseau se sont coordonnés pour célébrer cette journée ensemble, eh ben, on va porter le message, puisque à l'issue de cette journée, ce sera le lancement de la plateforme revendicative unitaire pour porter nos revendications au plan international, que ce soit auprès du Haut Commissariat des Nations Unies ou auprès de la rapporteuse spéciale. Bien, je pense que
Le Tour Eiffel, nous avons un bel agenda donc, qui a commencé hier avec cette manifestation. Aujourd'hui, nous enregistrons le 21. C'est aussi ce qui s'est passé lors du massacre de Sharpeville. Et le 25, c'est la journée internationale UNESCO depuis 13 ans, depuis 2007, je crois. La journée internationale pour les victimes de l'esclavage. Et donc, il y aura un rassemblement le 27. Ça sera à quel endroit exactement, ces nations? Alors, nous serons à Place de la Nation, oui. Nous serons Place de la Nation, comme c'est indiqué sur le fond de mon écran. Et on donne rendez-vous au public à partir de 13h30. Bien. Et je voudrais aussi signaler qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les discriminations et le racisme. C'est pour ça que nous étions mobilisés hier aussi contre les violences policières, mais aussi pour la journée internationale contre les discriminations et le racisme.